Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Le 9 septembre dernier, porte de la Villette, dans le 19e arrondissement de Paris, un homme âgé de 92 ans a été agressé par un toxicomane. Jusqu'à son domicile, le consommateur de drogue lui avait emboîté le pas dans le hall de l'immeuble avant de le faire chuter et de le frapper à plusieurs reprises et de lui voler son portefeuille et son téléphone. Et ensuite de prendre la fuite. Ensuite, c'est le caméraman également du journaliste Vincent Lapierre lors d'un reportage posté sur sa chaîne YouTube le 3 octobre dernier qui s'est fait agresser. Les habitants dénoncent un quartier insalubre et de plus en plus de tentes s'étendent au bord du parc. On dirait des zombies, disent-ils. Et puis déjà, ce sont que des affaires qui se répètent. Déjà l'année dernière, en juin 2021, une toxicomane s'en était pris à un bébé dans une poussette. Alors on comprend le ras-le-bol des citoyens. D'ailleurs, une association de citoyens, l'association Villette Village, a déposé samedi dernier un recours collectif auprès du tribunal administratif de Paris. Ils demandent tout simplement à l'État et à la ville de leur verser 100 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis depuis le déplacement il y a un an de dizaines de toxicomanes porte de la Villette. Alors pour mieux comprendre la situation, on se tourne vers Tariq Sassi. Bonjour Tariq Sassi. Bonjour Clémence. Bonjour. Très Vous êtes... content d'être sur votre antenne. Mais nous aussi, on est très heureux de vous avoir et de mieux comprendre avec vous la situation. Je rappelle que vous êtes fondateur du collectif Antitrac contre la nuisance et l'impunité criminelle des usagers de drogue dure. Et également dans le 93, c'est ça, en Seine-Saint-Denis. Alors, je suis fier d'être à la tête des collectifs anti-crack qui sont tout d'abord des collectifs populaires et non pas des collectifs qui vont être usurpés là récemment par Bertrand Kern et le Parti communiste. Ils ont essayé de faire l'anti-crack 93 pour usurper le collectif 93 anti-crack que nous avons monté, pour en faire l'estrade de Bastien Lachaud, Sarah Legrain, et toutes les théories pro HSA parce qu'en fait ils soutiennent cette politique. Ils font croire qu'ils sont pour les riverains, mais ils ne donnent pas la parole aux riverains. Ils soutiennent cette politique de l'accompagnement à la consommation, dont nous, habitants des quartiers et des arrondissements pauvres, nous sommes les premières victimes. J'ai été largement attaqué parce que j'ai défendu le 16e arrondissement. Une honte, un habitant du 18e arrondissement, un homme d'origine maghrébine qui défend le 18e arrondissement, mais quelle honte, on va défendre les bourgeois. Non, je ne défends pas les bourgeois. Le 16e arrondissement, ce sont des gens qui ont un comportement beaucoup plus populaire que les bobos qu'on a aujourd'hui dans le 18e et dans le 19e. Ce sont des gens qui ont des familles, qui ont la valeur de l'éducation des enfants. Et si aujourd'hui le 16e tombe, c'est tout le reste de Paris qui tombera. Donc il était très important. Alors rappelez-nous pourquoi vous avez pris la parole pour le 16e arrondissement, Tariq Sassi. Chardon-Lagache, la volonté de vouloir installer une salle de shoot dans un ancien hôpital. Et donc avec ça, on faisait croire que c'était juste des lits médicalisés, un aire de repos, alors que nous, on a déjà eu le cas dans le 18e arrondissement qui s'appelle le Sleep-In, qui a pris feu à cause d'une pipe à crack mal éteinte. Et ce aurait été le début de la catastrophe pour Chardon-Lagache. Nous, il faudrait voir juste dans le quartier de Marx-Dormois, je ne parle pas de l'ensemble du 18e arrondissement, dans le quartier de Marx-Dormois, c'est 4 hôtels sociaux, c'est 2 structures spécialisées, c'est une autre dans le rond-point des nouveaux bâtiments de Chapelle Internationale. Vous pouvez lire les articles de presse. Personne aujourd'hui ne veut y habiter. Et quand les gens y habitent ou achètent, ils regrettent assez rapidement. Et ce quartier est un véritable échec. Vous parlez du drame qu'il y a eu pour ce pauvre homme de 92 ans. Sachez que moi-même, on a essayé d'attenter à ma vie, qu'il y a une plainte qui a été déposée, que la personne a été condamnée à 4 mois. Les 4 mois n'ont pas été faits. Et j'ai eu à peine 500 euros de dommages et intérêts, alors que on a essayé j'avais une pointe sur l'œil, on a essayé de me crever l'œil, et qu'il y a eu des menaces en fait à la suite, et que le système judiciaire au niveau des toxicomanes et des dealers de drogue, comme aussi le système policier, malgré que les policiers sont des hommes de bonne volonté qui prennent des risques et qui nous aident beaucoup sur le terrain, il est extrêmement en panne et il n'y a pas de décision claire. Et aujourd'hui, moi, ce que je conseillerais aux riverains,
c'est d'arrêter de faire confiance au système de collectifs parce que les collectifs peuvent être usurpés, comme on l'a eu dans le 93 avec les communistes. Il faut se monter en association. Nous, aujourd'hui, nous travaillons en association. L'association l'a remontée. Et je fais valoir en fait ce que je connais déjà au niveau de la politique de la ville, de la prévention, de l'insertion et de la médiation. Et nous avons permis de sauver à plusieurs reprises des mineurs grâce à l'aide de la police. Nous rentrons de force dans ces camps et nous cherchons les mineurs qui malheureusement sont drogués, violés et ensuite prostitués et de trafic humain. Donc prenez en compte que malheureusement le drame de ce vieux monsieur qui a été extrêmement brutal est devenu quelque chose de commun dans cet océan d'horreur qu'on est en train de cultiver avec justement cette politique de l'accompagnement à la consommation. Alors je voudrais qu'on en reparle, Tariq Sassi, parce que comment en est-on arrivé là ? Vous nous dites qu'aujourd'hui c'est le commun, c'est le banal, c'est le tous les jours que un homme comme cet homme de 92 ans se fait agresser dans le hall de l'immeuble. Et c'est vrai qu'on les voit, on les entend, hein, les citoyens de ces quartiers qui disent aujourd'hui on n'est pas du tout à l'abri, on peut se faire agresser tous les jours, on a peur. D'ailleurs, le fils de cet homme de 92 ans expliquait « Moi, j'ai des enfants également au même endroit, donc j'ai peur pour mes enfants tous les jours. » Il a raison d'avoir peur pour ses enfants, parce que les dealers visent les plus jeunes, parce que un jeune consommateur, c'est quelqu'un qu'on arrivera à manipuler très facilement, c'est quelqu'un qu'on arrivera à, excusez-moi de l'horreur, à prostituer très facilement. C'est malheureux. On a un phénomène américain autour du crack qu'on connaît depuis plus de 60 ans. On n'a pas étudié les erreurs et ce qui se passe, et on traite l'affaire du crack et de la grande toxicomanie, parce qu'il n'y a pas que le crack. Vous savez, il y a différents opioïdes, il y a différentes héroïnes il y a l'héroïne et il y a différentes drogues qui sont aujourd'hui répandues à Paris. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Paris est le premier pays toxicomane de l'Union européenne. C'est Europol qui le dit, et beaucoup d'autres instances, on va dire que non seulement les différentes vagues de réfugiés qu'on n'a pas su gérer, et je veux dire qu'on a fait accueillir avec la politique bras ouverts de François Hollande, qui envoie des bombes d'un côté et puis ouvre les bras de l'autre, et Madame Hidalgo qui n'a pas étudié qu'il n'y avait pas assez d'espace assez suffisant, donc on va tous les concentrer sur Porte de la Villette, Porte d'Aubervilliers, Porte de la Chapelle, et on voit aujourd'hui le résultat. Oui. Ça, tout ce cocktail plus la crise sanitaire, ça a fait que les chiffres aujourd'hui du nombre de toxicomanes, c'est en pleine explosion, c'est en pleine croissance. L'OFDT, l'Office français des drogues et de la toxicomanie, il suffirait juste de regarder ces chiffres-là, ils sont en constante augmentation, et les seules solutions qu'ils nous trouvent, en fait, c'est des solutions qui ne font que pérenniser le nombre de toxicomanes. Ça veut dire les SCMR, tels qu'ils disent, les salles de consommation à moindre risque, ou halte soins addiction, que nous appelons salles de shoot. J'ai accompagné plusieurs équipes qui ont pu voir le nombre de toxicomanes et d'insécurité qu'il y a autour de Gare du Nord et Gare de l'Est, qui est bien sûr un endroit bien plus pire, et je suis désolé de le dire, mais qui est bien plus pire que ce que peut vivre aujourd'hui Porte de la Villette, parce que c'est aujourd'hui ici, c'est dans cet endroit-là où tout se concentre. Et d'ailleurs, il faudrait se rappeler tous les faits divers qui se passent constamment à Gare du Nord et Gare de l'Est, et que en aucun cas on met en place une politique de prévention, une politique du sevrage et une politique d'action de rue telle que nous voulons faire. Nous avons eu pendant les élections présidentielles, les élections législatives, nous avons rencontré Éric Zemmour. Non. Franchement, je vais vous dire un truc. Éric Zemmour n'a aucune connaissance du problème. C'est quelqu'un qui pourra écrire des bouquins de loin sans jamais comprendre. Aujourd'hui, il faut des gens qui comprennent, des gens qui vivent ce genre de choses. Et malheureusement, n'en déplaise à certains, mais Éric Zemmour est loin de comprendre le social ou avoir ne serait-ce qu'une donnée humaniste. À partir du moment où est-ce qu'il aurait compris les données
de politique étrangère et les données justement sociales, il aurait compris vers quoi on aurait été amené et qui sont les responsables. Tant que Éric Zemmour ne fera pas ça, il sera toujours à radoter les mêmes choses et il ne pourra pas avoir un électorat beaucoup plus large et il ne pourra pas parler à beaucoup plus de monde. Aujourd'hui, moi, quand je vous parle, en fait, c'est les décideurs que nous avons rencontrés qui nous ont fait des promesses et c'est par là, Elisabeth Borne, c'est Monsieur Darmanin, et jusqu'à maintenant, on attend toujours, on attend ses moyens, on attend que les choses bougent, on attend que les choses arrivent, et au lieu de ça, les gens aujourd'hui qui ont le pouvoir et qui font la politique et qui font notre cauchemar, ce sont les gens qui se disent être de la politique humaniste, mais qui sont plus dans le planning, l'agenda et le wokisme qu'autre chose, et qui ne comprennent pas que dans des arrondissements de pauvres, on n'a pas à imposer la drogue et les drogués comme quotidien de vie. Ce n'est pas Alors, ce n'est pas Tarak quelque chose. Sassi, je voudrais qu'on revienne, puisque vous parlez de la politique mise en place, cet accompagnement à la consommation. Alors, j'aimerais bien qu'on essaye de comprendre un peu ce qui a été mis en place, pourquoi, quels étaient les idéaux pensés par notamment Madame Hidalgo, en se disant avec les salles de shoot ça ira mieux. Et depuis quand sommes-nous dans l'erreur et tout simplement, est-ce que les salles de shoot n'ont pas multiplié finalement les drogués ? Alors, il faut savoir que les salles de shoot, c'est un processus qui a été développé tout d'abord en Suisse, un pays de base qui est plus un pays à droite qu'à gauche, et dans d'autres pays comme Vancouver ou Portugal. Et aujourd'hui, on en voit le résultat parce que au Portugal, on a entraîné une dépénalisation de la drogue, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont dépassés par la consommation du crack et toutes les nuisances qui vont avec. Vancouver ou encore Montréal, ce sont devenus des villes zombies. Et puis la Suisse, j'inviterai juste les gens à aller faire un tour à Genève ou à Zurich et ils vont comprendre que la Suisse n'est plus la Suisse prestigieuse qu'on a. Je veux dire, à être aussi tolérant vers la toxicomanie. Et ce qui s'est passé, c'est que aux élections présidentielles 2012, Monsieur Hollande a fait des alliances politiques avec les écologistes et ils ont défendu en fait ce procédé de 2012 jusqu'à 2016 de salles de shoot. À la base, elles devaient être mises en place à La Chapelle. Les riverains se sont rebellés. Ils l'ont mis discrètement dans l'hôpital de la Riboisière qui juxtapose la gare du Nord, le quartier Barbès, le quartier de la Goutte d'Or, le quartier de La Chapelle et Stalingrad. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est directement trois arrondissements, le 10e, le 18e et le 19e, qui subissent les nuisances, et par extension, le 11e, le 12e et le 20e. D'accord. Et depuis, cela ne cesse d'augmenter. Et finalement, d'ailleurs, on le voit, puisqu'on a voulu faire la même chose même dans le 16e arrondissement de Paris. Donc cette politique n'est pas désavouée pour le moment. Alors que, franchement, quand on ouvre les yeux, tout simplement, sur l'environnement, sur les riverains, on voit bien que c'est une situation catastrophique. C'est une situation catastrophique, c'est une situation de grande insécurité, de grande ultra-violence. À l'américaine, on traiterait ça comme dans la série The Shield avec Vic Mackey. En France, malheureusement, on traite ça comme si c'était plus belle la vie, avec légèreté, en distribuant des pipes à crack, des seringues, en faisant des ateliers de pâte à sel pour les toxicomanes. Des gens comme Charles Merlin viennent nous expliquer que Charles Merlin, qui fait partie de la Fédération Addiction et qui aujourd'hui qui fait partie d'Europe Écologie Les Verts et qui est aujourd'hui aussi administrateur de l'association Opelia, vient nous expliquer que les millions d'euros qu'on donne en subvention, rien que pour Aurore, 12 millions par la mairie de Paris, c'est pour créer du lien social. Le seul lien social qu'on a, c'est lorsque on sent l'odeur de pisse, excusez-moi du terme, d'un toxicomane le long des trottoirs qui fait que ça devient irrespirable. Aujourd'hui, marcher dans nos rues, c'est esquiver des excréments, c'est esquiver du vomi, c'est essayer d'esquiver les odeurs de pisse, mais au pire, c'est un toxicomane, comme on peut avoir nous ici à Macastan-Moi, qui va faire un barrage pour vous obliger à lui donner une cigarette, vous obliger à lui donner de l'argent, et des fois, c'est des choses beaucoup plus violentes. On a des barrages de toxicomanes sur le périph', à la sortie des périphes ou à l'intérieur pour récupérer de l'argent. Ouais. Et ça crée des bagarres et ça crée des tensions. Donc,
Aujourd'hui, on est vraiment à un stade de tension civile entre ces scènes de drogue et ces regroupements de toxicomanes aussi qu'on trouve dans les stations de métro et les personnes, qui fait que la police un jour ou l'autre sera dépassée Oui. et beaucoup se retrouvent à se donner justice elles-mêmes, alors que ça ne devrait pas être possible dans un pays comme la France. On Alors, devrait avoir les moyens de répondre à ça, et on devrait avoir les moyens de prévenir ça, et on devrait donner les moyens aux bonnes associations et non pas à celles qui ne font que aggraver la crise. oui. Tarak Sassi, c'est une information qui vient de tomber. À 7h03, il est 7h22 sur ligne droite, Gérald Darmanin annonce que sur son instruction, la préfecture de police procède au démantèlement définitif du campement du crack du square Forceval. Donc 1000 policiers seront déployés afin que ce campement ne se reconstitue pas ailleurs. C'est donc un démantèlement qui a lieu en ce moment, d'après Gérald Darmanin, donc un moment important pour l'ordre public rétabli à Paris. Est-ce que ce genre de démantèlement, finalement, c'est quoi? C'est des effets de communication, ou vous pensez que c'est vraiment utile? Alors, écoutez, on va démanteler. Bon, ok. Vous avez, là pour l'instant, vous devez avoir en mieux peut-être 300 toxicomanes qui sont sur place. Le reste, ils doivent être dans leurs hôtels sociaux. Vous croyez qu'il va se passer quoi? Vous croyez qu'il va se passer quoi? Ils vont se renforcer sur la place Stalingrad qui a jamais désengorgé. Ils vont aller sur Colette-Besson, ils vont aller sur Porte de la Chapelle, sur tous ces endroits-là, et ils vont reprendre contrôle du parc qu'il y a sur la porte d'Aubervilliers. Voilà ce qui va se passer. Ils vont se reporter ailleurs, finalement. Voilà, ils vont se reporter ailleurs, comme ils l'ont fait déjà de façon tout le long, quand ils étaient proches du tramway avec le square Auguste Baron, et rien ne va s'arranger. Donc, c'est bien de démanteler, mais en aucun cas, on a fait les choses pour ne serait-ce que repérer les personnes, pour les extraire de ce milieu et les amener dans des milieux loin dans la nature pour qu'ils puissent se sevrer, se reconstruire, se réinsérer. On est loin de ça, et on est surtout loin de bien sûr condamner les personnes multirécidivistes en violence qui sont là-dedans. Et je me demande surtout, parce que les mineurs qu'on avait à Éole et à Riquet à l'époque où ils étaient là-bas, on les a retrouvés à la place Auguste Baron. Est-ce que ces mineurs-là qui sont prostitués et violés constamment, est-ce que ces mineurs-là vont être extraits, identifiés, alors que l'ARS est sur place? Est-ce que ça va avoir lieu là maintenant? Je ne crois pas. Et c'est vrai que en fait, ce que vous nous dites, c'est que finalement on démantèle, on fait des grandes opérations comme celle-ci. C'est pas la première fois, en effet. Donc d'un seul coup, le parc est vide et peut-être nettoyé pendant quelques heures, et puis finalement les choses reprennent leur cours quelques jours plus tard. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? En fait, ce sont des sevrages sérieux, contrôlés, et peut-être aussi, vous l'avez dit, tout simplement que la justice fonctionne pour ceux qui vendent les multirécidivistes, qui vendent ces drogues dures. Oui. Mais quand on sait qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être se rappeler, demain, vous expulsez tous les Moudouks sénégalais. Ce seront les punks à chiens qui prendront leur place. Ce seront les punks à chiens aujourd'hui qui sont de plus en plus présents ici sur Paris et dans les squats de consommation de crack qui prendront leur place. C'est simple. À partir du moment où est-ce que Anvers et Le Havre sont les ports principaux où la cocaïne et toutes les drogues arrivent, comment comptez-vous arrêter ce flux-là? Aujourd'hui, on est à une ubérisation de la consommation et de la livraison de drogue. Donc demain, même si on supprime ces petits vendeurs de drogue de mauvaise qualité, parce qu'aujourd'hui, quand on analyse cette drogue, il y a très peu de cocaïne, il y a plus de substances chimiques qui détruisent et qui rend fou. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est des toxicomanes on a remarqué, dans cet état-là. Je ne fais pas bien sûr l'apologie de la drogue ou de la cocaïne en disant que si elle est pure, elle est bien. Moi, je suis je suis anti-tabac. Moi, on m'a fait de la prévention à la dure quand j'étais petit. On m'a montré les effets du tabac sur un poumon quand j'avais 6-7 ans. Ça m'a marqué. Aujourd'hui, je ne fume pas. Je ne fume pas, je ne bois pas. Et ça a été très, très bien. Et si aujourd'hui, on appliquait cette politique aussi bien sur le tabac, sur l'alcool et sur les drogues, on n'aurait pas la société qu'on a aujourd'hui. Oui. Donc, en fait, ce que vous voulez dire, c'est que en fait, ce problème-là, il doit être pris pas du tout au niveau local, au niveau d'un parc ou d'un démantèlement de parc, mais au niveau des frontières et du contrôle des frontières, tout simplement. Au contrôle des frontières, de ce qui rentre, de ce qui se fait, et surtout
avoir une meilleure politique étrangère. Aujourd'hui, on paye le prix du printemps arabe, on paye le prix des décisions idiotes de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Et le colonel Kadhafi nous avait prévenu, si demain je meurs, il n'y aura personne pour retenir ces vagues de réfugiés qui vont venir massivement sur l'Italie et sur le reste de l'Europe. Et avec ça, on a eu la guerre en Syrie. Et aujourd'hui, on commet la même erreur avec l'Ukraine, sans connaître réellement la société ukrainienne comme il faut. On ne connaît pas, comme on ne connaît pas la société érythréenne, comme on ne connaît pas la société somalienne, éthiopienne ou encore afghane. Ce sont des pays qui ont vécu des grandes guerres avec des traumatismes et qu'on fait venir sans savoir, sans connaître leur parcours, sans connaître ce qu'ils ont vécu là-bas, sur place. Et au final, beaucoup se tournent vers la drogue parce qu'ils doivent oublier les horreurs qu'ils ont vues. Et aujourd'hui, on se retrouve avec cette masse énorme de toxicomanes sur Paris, mais pas que sur Paris. Je pourrais vous citer Alençon, je pourrais vous citer Limoges, je pourrais vous citer Rouen, je pourrais vous citer Bordeaux, même Nice, Compiègne, le Hauts-de-France aujourd'hui, qu'on pourrait appeler le haut de chômage, tellement cette région est désastrée par la drogue, la toxicomanie, le chômage et la grande misère. Parce que c'est devenu une plaque de transition entre la Belgique, la Hollande et Paris. Donc le problème n'est pas que parisien, c'est un problème national. Oui. Et le grand chiffre de la toxicomanie qu'on a aujourd'hui et qui fait que la France est le premier pays toxicomane de l'Union européenne, on l'a à l'échelle nationale. Donc il y a une action nationale générale et une action forte à faire au niveau de l'Europe. Et sans ça, on n'y arrivera pas. Et il faut une prise de conscience prendre le problème au niveau global. On a bien compris, Tariq Sassi. Merci beaucoup en tout cas pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes fondateur du collectif anti-crack contre la nuisance et l'impunité criminelle des usagers de drogue dure et de 93 anti-crack. Et puis vous avez réagi en direct à ce démantèlement qui vient d'être annoncé par Gérald Darmanin, qui a lieu en ce moment au square Forceval dans le nord de Paris. Merci encore Tariq Sassi. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.